Toute femme sait qu'être maîtresse n'est pas un rôle facile. C'est vivre dans l'ombre, attendre en silence et accepter une place que le monde entier condamne. Mais que se passe-t-il lorsque celle qui accepte ce rôle est l'une des femmes les plus admirées de la planète? Des actrices connues, des visages qui apparaissent dans les magazines, des noms que tout le monde connaît, ont choisi de leur plein gré de rester avec des hommes qui avaient déjà quelqu'un à la maison. Nous ne parlons pas de personnages de feuilleton, nous parlons de la vie réelle. Aujourd'hui, tu vas découvrir 15 actrices et célébrités qui ont accepté d'être des maîtresses, les détails que peu de gens connaissent et ce qui s'est passé ensuite. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le dès maintenant et active la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Reste jusqu'à la fin car certains noms de cette liste vont te surprendre. Numéro 1. Julie Gaillet. Julie Gaillet est née le 3 juin 1972 à Suresnes, près de Paris. Dès son enfance, elle a grandi dans un environnement où le savoir était très valorisé. Son père était à la fois professeur et chef de chirurgie gastrique, ce qui a apporté à la famille une routine marquée par la discipline et les études. Julie a suivi ce chemin curieux et varié, elle a étudié l'histoire de l'art, la psychologie, les techniques de cirque et même le chant lyrique. Très jeune, à 17 ans, elle a décidé de poursuivre son rêve de devenir actrice et est partie à Londres pour étudier à l'Actors Studio. Ensuite, elle est revenue en France pour continuer sa formation à l'école Tania Balachova à Paris. Sa carrière a commencé dans les années 1990 et au fil du temps, elle a construit un parcours solide comme actrice et productrice. Julie a participé à de nombreux films et séries, gagnant en reconnaissance grâce à son travail et à son talent. Parmi ses œuvres les plus connues figurent des participations à des productions comme 10% et L'Insulte. En 1997, elle a reçu le prix Romy Schneider, l'une des distinctions les plus importantes pour les jeunes actrices en France. Avec plus de 30 ans de carrière, elle restait active, respectée et constante dans le monde du cinéma. Mais sa vie ne s'est pas limitée au cinéma. Julie était aussi très engagée en politique. Militante de centre-gauche, elle soutenait ouvertement des idées progressistes et participait à des événements politiques. En 2012, elle est apparue dans une vidéo de soutien à la campagne présidentielle de François Hollande. Cet engagement n'était pas superficiel. Julie faisait partie de comités et assistait à des événements politiques, ce qui la rapprochait progressivement du président. Avec le temps, cette proximité politique et idéologique a évolué vers quelque chose de plus personnel. Ce qui avait commencé comme une relation basée sur des idées communes s'est transformé en lien intime. À cette époque, François Hollande était encore en couple avec Valérie Trierweiler, ce qui rendait la situation délicate. Malgré cela, Julie et lui ont maintenu une relation secrète, loin du regard du public. Tout a changé le 10 janvier 1914. Le magazine Closer a publié un reportage détaillé avec 7 pages de photos et de révélations sur leurs relations. Les images montraient des rencontres discrètes et confirmaient ce qui n'était jusque-là qu'une rumeur. L'impact a été immédiat. Le numéro a eu tellement de succès que le magazine a dû imprimer 150 000 exemplaires supplémentaires. Face à cette exposition, François Hollande a déclaré regretter l'atteinte à sa vie privée, sans pour autant nier les faits. L'affaire est rapidement devenue l'un des plus grands scandales politico-personnels de l'époque. Julie, de son beauté, est restée silencieuse. Elle ne s'est jamais présentée publiquement comme maîtresse. Pour elle, cette relation était sincère, vécue avec des sentiments et non une rôle imposée par les médias. Malgré la pression médiatique, Julie a choisi de rester concentrée sur sa carrière. Elle a évité les interviews polémiques et a gardé une attitude discrète, même sous l'attention constante de la presse. Peu de temps après le scandale, François Hollande a mis fin à sa relation avec Valérie Trierweiler, ce qui a changé la situation. Quelques mois plus tard, il a été révélé que Julie passait plusieurs nuits par semaine au Palais l'Élysée, signe que sa relation n'était plus aussi secrète. Peu à peu, ce qui était caché est devenu plus visible tout en restant entouré de curiosité. Les années ont passé et leur histoire a continué à évoluer. Le 4 juin 2022, Julie Gaillet et François Hollande se sont mariés, une fin que peu imaginaient au début. Pourtant, de nombreux aspects de cette relation restent peu connus et la manière dont elle s'est construite continue de susciter intérêt et questions. Numéro 2. Annie Girardot. Annie Girardot est née le 25 octobre 1931 à Paris, une ville qui respirait l'art et la culture à chaque coin de rue. Dès son plus jeune âge, elle montrait d'une sensibilité particulière qui deviendrait plus tard sa plus grande force en tant qu'actrice. Sa formation au Conservatoire national lui a ouvert des portes importantes, mais c'est surtout son intensité émotionnelle qui l'a distinguée. Annie n'était pas seulement une actrice technique, elle ressentait chaque rôle en profondeur, comme si elle vivait plusieurs vies à la fois. Durant les années 1950 et 1960, elle s'est imposée comme l'un des plus grands noms du cinéma français.
Elle a travaillé avec des réalisateurs renommés et partagé l'écran avec de grands acteurs, français comme en Italie. Sa polyvalence impressionnait. Elle passait du drame le plus intense à la comédie la plus légère, avec une aisance remarquable. Cette capacité a fait d'elle l'une des interprètes les plus complètes de sa génération, récompensée par des prix prestigieux, dont le César de la meilleure actrice. Mais alors que sa carrière brillait à l'écran, sa vie personnelle suivait un rythme tout aussi intense. Annie évoluait dans un milieu d'artistes, d'intellectuels et de personnalités influentes. C'était un univers libre, bohème et souvent émotionnellement agité. C'est dans ce contexte qu'est née sa relation avec François Mitterrand dans les années 60, bien avant qu'il ne devienne président de la République, en 1981. À cette époque, Mitterrand était déjà connu pour son intelligence, son charme et son habileté politique. Il exerçait une attraction presque magnétique sur ceux qui l'entouraient. Annie, de son côté, traversait une période marquée par des émotions intenses et des relations complexes. Leur rapprochement s'est fait naturellement, presque inévitablement, comme s'ils étaient attirés par une même énergie. Cependant, cette relation n'a jamais réellement abouti. Selon les témoignages de la famille de Girardot, l'affaire a été contrariée et n'a même pas été consommée. Il s'agirait donc d'une passion interrompue, peut-être par des circonstances extérieures, peut-être par leur propre choix. Malgré tout, l'impact émotionnel fut bien réel. L'épisode a pris une dimension encore plus dramatique lorsque Bernard Fresson, le compagnon d'Annie à l'époque, a découvert la situation. En apprenant la relation, il s'est rendu à son appartement situé sur Place des Voises, l'un des lieux les plus élégants et emblématiques de la ville. Ce moment a marqué une rupture silencieuse, chargée de tensions et de sentiments non résolus. Pour Annie, accepter ce rapprochement avec Mitterrand n'était pas seulement une question de romance, c'était aussi le reflet du milieu dans lequel elle vivait, un monde où les émotions étaient intenses et les règles souvent flexibles. Le charisme et l'intelligence de Mitterrand ont dû sans doute jouer un rôle, mais il y avait chez elle aussi un désir de vivre pleinement chaque expérience, sans retenue. Au final, cette relation n'a pas évolué vers quelque chose de stable. Elle est restée comme un chapitre bref, mais significatif, dans une vie déjà riche en histoires complexes. Annie a poursuivi sa carrière artistique avec la même intensité, tandis que Mitterrand continuait son ascension politique. Des années plus tard, déjà loin de cette époque, Annie allait affronter une épreuve bien différente. La maladie commençait à effacer ses souvenirs, y compris ceux qui avaient été autrefois si marquants. Et tandis que sa mémoire s'estompait peu à peu, certaines de ses histoires ne subsistaient plus que dans les récits de ceux qui l'avaient connue, laissant entrevoir que d'autres secrets restaient encore à découvrir. Numéro 3. Juliette Drouet. Juliette Drouet, née Julienne Joséphine Gauvin le 10 avril 1806 dans la ville de Fougères, a eu une vie marquée par des pertes précoces et des choix difficiles. Orpheline alors qu'elle n'était encore qu'une bébé, elle fut emmenée à Paris, où elle grandit sous la protection de son oncle. Très tôt, elle montra une intelligence remarquable, apprenant à lire et à écrire à l'âge de 5 ans, chose rare à cette époque. Élevée dans un pensionnat religieux, Juliette développa discipline et sensibilité. Mais sa vie prit un autre tournant lorsqu'elle entra dans le monde du théâtre. Jeune, belle et talentueuse, elle se fit rapidement une place sur les scènes parisiennes. Elle débuta dans le vaudeville, un genre léger et populaire, avant d'accéder à des rôles plus exigeants dans le drame et la tragédie. Encore très jeune, elle entama une relation avec le sculpteur James Pradier, avec qui elle eut une fille, Claire. Cette relation lui permit aussi d'entrer dans les cercles aristocratiques, où elle bénéficia du soutien de protecteurs fortunés, une situation fréquente pour les actrices de l'époque, mais révélatrice de son instabilité financière. Le tournant décisif de sa vie survint en 1833, lors des répétitions de la pièce Lucrèce Borgia. C'est là qu'elle rencontra Hugo Ambart. Déjà célèbre, il était marié à Adèle Fouché et père de 5 enfants. Pourtant, en la voyant interpréter la princesse Negroni, Hugo fut immédiatement séduit. Juliette tomba également amoureuse. Mais son choix de devenir sa maîtresse ne fut pas uniquement sentimental, il fut aussi dicté par les circonstances. Endettée et sans stabilité, elle trouva en Hugo une sécurité financière. Il se mit à subvenir entièrement à ses besoins, à une condition claire, une exclusivité totale. Cet accord changea tout. Sous l'influence d'Hugo, Juliette abandonna sa carrière théâtrale. En 1834, elle rompit son contrat avec la Comédie Française et ne remonta jamais sur scène. Pour une femme dont l'identité était profondément liée à l'art, ce fut une rupture douloureuse. Plus encore, elle vit des rôles qui lui étaient destinés être confiés à d'autres actrices par Hugo lui-même. Malgré tout, elle resta. Sa vie devint récluse. Juliette vivait presque isolée, ne sortant qu'accompagnée d'Hugo.
Elle accepta en silence ses infidélités constantes, une réalité qui la faisait souffrir, sans jamais la pousser à partir. Avec le temps, son rôle dépassa largement celui de maîtresse. Elle devint secrétaire, copiste et collaboratrice intellectuelle. Elle organisa ses manuscrits, mena des recherches et contribua directement à la création d'œuvres majeures, dont Les Misérables. Pendant 50 ans, elle écrit environ 22 000 lettres à Hugo, un témoignage impressionnant de son dévouement. Elle-même reconnaissait la dureté de cette relation. Dans une lettre, elle écrivit « Je ne me donne pas à toi, tu me possèdes ». Pourtant, elle resta. L'amour, la dépendance financière et une identité entièrement construite autour d'elle la retenaient. Lors de la période politique troublée en France, notamment le coup d'État de 1851 mené par Napoléon III, Juliette Drouet jouait un rôle essentiel. Elle cacha Hugo de la police et l'aida à fuir. Elle l'accompagna ensuite en exil sur les îles de Jersey et Guernsey, restant à ses côtés même dans les moments les plus difficiles. Juliette Drouet mourut le 11 mai 1883. Jusqu'au bout, elle resta aux côtés d'Hugo Ambart. Mais son histoire ne s'arrête pas à sa mort, au contraire. Il est impossible de comprendre pleinement la vie et l'œuvre d'Hugo sans reconnaître la présence discrète, constante et déterminante de Juliette Drouet. Et c'est précisément là que son histoire continue. Numéro 4. Madame de Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson. Jeanne-Antoinette Poisson naît le 29 décembre 1721 à Paris, dans une famille de la bourgeoisie financière. Dès son enfance, sa vie est marquée par l'instabilité. Son père, impliqué dans un scandale financier, est contraint à l'exil alors qu'elle est encore très jeune. C'est alors que Charles-François-Paul Lenormand de Tournem, proche de la famille, prend sa protection en charge et finance pour elle une éducation exceptionnelle. Elle grandit entourée d'art, de littérature, de musique et de théâtre. Elle apprend à parler avec élégance, à penser avec finesse et à se présenter avec grâce, des qualités qui deviendront essentielles. Selon certains récits, une cartomancienne lui aurait prédit, dès son enfance, qu'elle gagnerait l'amour d'un roi. Cette idée ne la quitte plus. En 1741, elle épouse Guillaume Lenormand d'Étiolles, neveu de son protecteur. Ce mariage lui apporte stabilité et accès aux cercles influents. Très vite, elle devient une figure remarquée des salons parisiens, fréquentant des intellectuels comme Voltaire. Elle séduit non seulement par sa beauté, mais aussi par son esprit et son intelligence. L'occasion qu'elle attendait se présente en 1744 avec la mort de Madame de Châteauroux, favorite du roi. La place est libre. Soutenue par sa mère et son entourage, Jeanne-Antoinette avance avec stratégie. Le moment décisif a lieu en février 1745 lors d'un grand bal masqué organisé dans la Galerie des Glaces au château de Versailles. Le roi déguisé en arbre danse avec elle. La rencontre est préparée, mais l'effet est immédiat. Quelques mois plus tard, elle s'installe dans des appartements somptueux au palais, reliés aux appartements royaux par un escalier secret. Pour assurer sa position, le roi lui offre le titre de marquise de Pompadour. En septembre 1745, elle est officiellement présentée à la cour comme maîtresse en titre. Son ascension reste cependant difficile. Issue de la bourgeoisie, elle subit le mépris d'une partie de la noblesse. Sa santé est fragile. Entre 1746 et 1749, elle fait 3 fausses couches. Sa relation avec le roi se complique également, celui-ci la jugeant froide. Elle tente alors de remédier à la situation par des régimes et des stimulants qui affaiblissent encore plus son organisme. Vers 1750, la relation intime prend fin. Pourtant, Jeanne-Antoinette ne perd pas sa place. Au contraire, elle renforce son influence et devient une confidente essentielle du roi. Elle va jusqu'à organiser discrètement d'autres relations pour lui pour préserver sa propre position à la cour. Son pouvoir dépasse largement la sphère privée. Elle soutient Étienne François de Choiseul, joue un rôle dans le renversement des alliances en 1756 et protège des projets intellectuels majeurs, notamment ceux de Digny Diderot. Elle encourage aussi de grandes réalisations artistiques et architecturales, laissant une empreinte durable. Jeanne-Antoinette meurt le 15 avril 1764 à l'âge de 42 ans par tuberculose, toujours à Versailles. Le roi reste à ses côtés jusqu'au bout. Le jour de ses funérailles, sous la pluie, il observe le cortège s'éloigner et aurait murmuré qu'elle ne ferait pas un bon voyage. Mais son histoire ne s'arrête pas là, car son influence continuera à résonner bien après sa disparition. Numéro 5. Jeanne du Barry, Jeanne Bécu. Jeanne Bécu naquit le 19 août 1743 dans la petite ville de Vaucouleurs, en Lorraine.
Fille illégitime d'une couturière et selon certains récits d'un jeune moine, elle grandit dans des conditions modestes, sans véritable sécurité. Très jeune, elle fut envoyée dans un convent à Paris. Là, elle reçut une éducation simple, mais essentielle. Elle apprit à lire, à écrire et à adopter les bonnes manières attendues dans la société. C'est dans cet environnement qu'elle développa un charme naturel et une douceur qui allaient plus tard jouer un rôle clé dans son destin. À sa sortie du convent, Jeanne dut rapidement trouver un moyen de survivre. Elle travailla d'abord comme vendeuse dans une maison de mode. Ce travail lui permit d'entrer en contact avec des tissus raffinés, des parfums et une clientèle aisée. Sa beauté attira rapidement l'attention et elle fut introduite dans des salons aristocratiques de Paris. Sous le nom de Mademoiselle Vaubernier, elle devint une courtisane, fréquentant des hommes puissants, des ministres et des membres influents de la cour. Mais Jeanne ne se contentait pas d'être belle, elle savait s'exprimer, écouter et s'adapter, ce qui la rendait particulièrement appréciée. Sa vie prit un tournant décisif lorsqu'elle attira l'attention de Jean du Barry, un comte connu pour manipuler les relations sociales à son avantage. Il reconnut en elle un potentiel exceptionnel et commença à la présenter à des figures importantes. Grâce à lui, Jeanne entra dans un cercle encore plus élevé. Le duc de Richelieu facilita ensuite sa rencontre avec Lebel, chargé de trouver des compagnes pour le roi Louis XV de France. À cette époque, le roi avait 58 ans et traversait une période difficile. Il était profondément marqué par la perte de proches, notamment Madame de Pompadour, ainsi que par la mort de la reine. Lorsqu'il rencontra Jeanne, il trouva en elle une forme de légèreté et de réconfort. Jeanne n'avait que 26 ans et malgré cette grande différence d'âge, une relation forte se développa rapidement entre eux. Cependant, un obstacle majeur se dressait. Jeanne n'était pas d'origine noble, elle était née hors mariage et avait un passé de courtisane. Elle ne pouvait donc pas être présentée officiellement à la cour. Une solution fut alors mise en place. En septembre 1768, elle épousa Guillaume du Barry, le frère du comte. Ce mariage était purement stratégique, mais il lui donna un titre. Un faux acte de naissance fut également créé pour améliorer son image. Grâce à cela, elle put être présentée officiellement à Versailles le 22 avril 1769, comme comtesse. Jeanne comprenait parfaitement les enjeux. Elle accepta toutes ces conditions, car l'alternative était une vie incertaine. En tant que favorite royale, elle accéda à la richesse, aux bijoux, aux propriétés et à une grande influence. Mais cette ascension ne se fit pas sans difficulté. La noblesse la méprisait ouvertement et refusait de l'accepter. Parmi ses opposants les plus visibles se trouvait Marie-Antoinette, qui l'ignorait publiquement. Malgré cela, Jeanne ne resta pas en retrait. Elle partageait la vie du roi, participait aux chasses et s'intéressait à des sujets comme la science et l'astronomie. Elle joua également un rôle dans les intrigues politiques de la cour en influençant certaines décisions importantes. Pendant un temps, il semblait qu'elle avait réussi à surmonter toutes les barrières. Mais sa position dépendait entièrement du roi, et lorsque cette protection commença à disparaître, les équilibres autour d'elle changèrent lentement, annonçant des événements qu'elle ne pouvait pas encore prévoir. Numéro 6. Agnès Sorel. Agnès Sorel est née vers 1222 dans la région de la Touraine au sein d'une famille de petite noblesse. Dès son plus jeune âge, sa beauté et son élégance attirent l'attention, mais son destin ne semble pas très différent de celui des autres jeunes femmes de sa condition. Tout commence à changer lorsqu'elle entre encore adolescente à la cour comme dame d'honneur d'Isabelle de Lorraine. Dans cet environnement, Agnès est en contact direct avec le monde politique et les figures les plus importantes de son époque. Plus tard, elle passe au service de la reine de France, Marie d'Anjou, ce qui la rapproche encore davantage du centre du pouvoir. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Charles VII. La rencontre a lieu en 1443 lors d'une réception à Saumur. Le roi, qui traverse alors des difficultés politiques et personnelles, est immédiatement impressionné par la jeune femme. Agnès a environ 20 ans de moins que lui, mais elle possède quelque chose qui dépasse la simple beauté. Elle dégage une assurance, une présence et une énergie qui semblent réveiller quelque chose de nouveau chez le souverain. Peu à peu, leur proximité se transforme en relation. Contrairement à de nombreuses histoires de cour, le lien entre Agnès et le roi ne repose pas uniquement sur l'intérêt. De nombreux historiens estiment qu'un sentiment sincère les unit. Elle ne se distingue pas seulement comme maîtresse, mais comme une femme qui croit réellement au potentiel de Charles VII. À une époque où le roi est considéré comme indécis et affaibli, Agnès devient une présence solide à ses côtés. En 1444, un événement inédit se produit. Charles VII décide de reconnaître officiellement Agnès comme sa favorite.
Jusqu'alors, les rois entretenaient des relations discrètes sans accorder de statut public à leur maîtresse. Avec Agnès, tout change. Elle reçoit des titres, des propriétés et une place de premier plan à la cour. C'est la première fois dans l'histoire de la France qu'une maîtresse est reconnue ouvertement, presque au même niveau que la reine. Cette nouvelle position lui apporte non seulement le luxe, mais aussi une véritable influence. Agnès commence à participer, même indirectement, à des décisions importantes. Elle assiste à des conseils privés et n'hésite pas à donner son avis. À un moment crucial de la guerre de 100 ans, c'est elle qui encourage le roi à adopter une position plus ferme face aux Anglais. Son influence contribue à renforcer la confiance de Charles VII et à modifier le cours de la guerre. Mais tout le monde ne voit pas cette situation d'un bon œil. Le principal ennemi d'Agnès dans la cour est le propre fils du roi, le futur Louis XI. Il la considère comme une menace directe et ne cache pas son mépris. Dans un épisode particulièrement tendu, il va jusqu'à la menacer avec une épée en public. Ce conflit montre à quel point le pouvoir d'Agnès dérange ceux qui cherchent à s'imposer auprès du roi. Malgré ces tensions, elle reste aux côtés de Charles VII, conservant sa position et son influence. Pourtant, son histoire est brève. En 1450, alors qu'elle voyage pour rejoindre le roi, enceinte de son 4e enfant, Agnès tombe malade gravement. Sa mort survient de manière soudaine à environ 27 ans. Des siècles plus tard, des analyses révéleront la présence de mercure dans son corps, soulevant des doutes sur les véritables circonstances de sa disparition. Et même après sa mort, des questions continuent de circuler dans la cour, laissant planer l'idée que son histoire cache encore des secrets que personne n'ose entièrement révéler. Numéro 7. Gabrielle d'Estrées. Gabrielle d'Estrées naquit vers 1573 au château de Queuvre, en Picardie. Fille d'Antoine d'Estrées, puissant marquis et gouverneur, et de Françoise Babou de la Bourdazière, elle grandit dans un environnement très différent de celui attendu pour une jeune noble de son époque. Sa famille était connue pour ses mœurs libres et sa manière ouverte d'aborder les relations amoureuses. Sa mère elle-même était célèbre pour sa vie scandaleuse, tout comme ses sœurs, qui fréquentaient des hommes influents de la cour. Dès son plus jeune âge, Gabrielle fut plongée dans un monde où les alliances amoureuses pouvaient signifier pouvoir, richesse et ascension sociale. Son éducation ne se limita pas à l'étiquette ou à la religion, mais incluait aussi l'apprentissage des stratégies nécessaires pour évoluer dans une société dominée par les intérêts politiques. Ce contexte façonna sa vision du monde et prépara en quelque sorte son destin. Son entrée dans la vie du roi se fit grâce à Roger de Bellegarde, l'un des hommes les plus importants de la cour et, à l'époque, son amant. C'est lui qui la présenta au roi Henri IV de France. Ce qui devait être une simple rencontre changea pourtant tout. Le roi fut immédiatement séduit par Gabrielle et cette passion se transforma rapidement en une passion intense. La famille de Gabrielle comprit aussitôt l'opportunité. Être la favorite du roi était bien plus avantageux que d'entretenir une relation avec n'importe quel autre noble. Encouragée par sa mère et son entourage, Gabrielle accepta cette nouvelle position. Si sa décision reposait d'abord sur l'ambition et le calcul, elle développa avec le temps une affection sincère pour le roi, donnant à leur relation une dimension plus profonde. Leur liaison commença vers 1590 lors du siège de Chartres, à une période troublée de l'histoire française marquée par les conflits religieux. En 1592, le roi reconnut publiquement Gabrielle comme sa maîtresse, un geste audacieux pour l'époque. Afin de préserver les apparences, il la maria officiellement à Nicolas d'Amerval, mais ce mariage resta symbolique et fut annulé quelques années plus tard. Au fil du temps, Gabrielle obtint des titres prestigieux, marquise de Monceau, puis duchesse de Beaufort et enfin duchesse d'Estampes. Elle s'installa dans le Louvre, occupant des appartements traditionnellement réservés aux reines. Les enfants qu'elle eut avec le roi furent légitimés, renforçant encore sa position à la cour. Mais Gabrielle ne se contentait pas d'un rôle décoratif. Elle exerça une véritable influence politique. L'un des moments les plus marquants fut lorsqu'elle encouragea le roi à se convertir au catholicisme en 1593, une décision qui contribua à apaiser les guerres religieuses en France. Elle participait également aux négociations, distribuait des faveurs et conseillait le roi dans ses décisions. Leur relation semblait évoluer vers une union officielle. En 1599, le roi demanda au pape l'annulation de son mariage avec Marguerite de Valoise avec l'intention claire d'épouser Gabrielle et de la faire reine. Ce projet suscita toutefois une forte opposition de la part de l'Église et de figures influentes de la cour.
avant que cette ambition ne se réalise, un événement soudain bouleversa tout. En avril 1599, Gabrielle mourut brutalement à l'âge de 26 ans, après de violentes convulsions. Elle était enceinte de leur 4e enfant. Sa mort choqua profondément la cour et alimenta des rumeurs d'empoisonnement, bien que des analyses ultérieures aient conclu à une éclampsie. Le roi fut dévasté. Il porta le deuil complet, un geste inédit pour un monarque français envers une maîtresse. L'absence de Gabrielle laissa un vide immense, tant dans sa vie personnelle que dans l'équilibre politique qu'elle contribuait à maintenir. Et c'est dans ce climat fragile que de nouvelles tensions commencèrent à émerger discrètement. Numéro 8. Pauline Fourès. Pauline Fourès est née le 15 mars 1778 dans la petite ville de Pamiers, dans le sud de la France. Fille d'un horloger, elle grandit dans un milieu modeste et mène une jeunesse simple. Avant son mariage, elle travaillait comme modiste, un métier courant mais qui demandait habileté et sens esthétique. Sa vie semblait suivre un chemin ordinaire jusqu'à son mariage, en 1798, avec Jean-Noël Fourès, cavalier de l'armée française. Mais leur bonheur fut de courte durée. Encore en lune de miel, son mari fut rappelé au service actif. Refusant de rester en arrière, Pauline prit une décision audacieuse. Comme les épouses n'étaient pas autorisées à embarquer sur les navires militaires, elle se déguisa en soldat de cavalerie chasseur et monta clandestinement à bord de la Lucette. Pendant 54 jours, elle réussit à dissimuler son identité, vivant parmi les soldats jusqu'à leur arrivée à Alexandrie, en Égypte. Son courage et sa détermination commençaient déjà à se révéler. C'est au Caire que sa vie prit un tournant décisif. Pauline rencontra Napoléon Bonaparte dans le jardin de divertissement Tivoli égyptien. À cette époque, le général traversait une période personnelle difficile, profondément blessé par les infidélités de Joséphine de Beauharnais. En voyant Pauline, il fut immédiatement séduit. Ce n'était pas seulement sa beauté qui frappait, mais aussi son audace, une femme ayant traversé la mer déguisée en soldat. Contrairement à d'autres histoires similaires, rien ne prouve que Pauline ait calculé cette relation. Elle était encore mariée lorsque tout commença. Napoléon, déterminé, fit éloigner son mari en l'envoyant en mission diplomatique vers la France. Mais les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. Le navire de Jean-Noël fut intercepté par les Britanniques qui, comprenant la situation, le renvoyèrent volontairement au Caire. En découvrant la vérité, il réagit avec extrême violence envers Pauline. Cet épisode marqua une rupture définitive. Pauline demanda immédiatement le divorce qu'il fut accordé en quelques heures en janvier 1800 par le commissaire de guerre Sartelon. Elle reprit alors son nom de jeune fille, Bélisle, et fut surnommée la Béliate. Au Caire, Pauline occupait une position unique. Napoléon ne cachait pas sa relation. Dans ses lettres, il l'appelait Cléopâtre et la générale. Il alla même jusqu'à dire que si elle lui donnait un enfant, il envisagerait de divorcer de Joséphine. Pauline vivait dans le luxe et jouait le rôle d'hôtesse officieuse auprès des officiers français. Mais cette période ne dura pas. En août 1800, Napoléon quitta l'Égypte pour la France afin de consolider son pouvoir. Pauline resta sur place. Le commandement passa au général Jean-Baptiste Kléber, avec qui elle entretena également une relation pendant quelques mois. En 1800, Pauline rentra en France. Mais la situation avait changé. Napoléon était devenu premier consul et cherchait à éviter tout scandale. Il refusa de la recevoir, mais lui offrit une maison près de Paris ainsi qu'une aide financière. Ils ne se revirent qu'une seule fois lors d'un ballot en 1911. La vie de Pauline après cela fut remarquable. Elle se maria 2 fois encore et partit vivre au Brésil avec son 3e mari où elle dirigeait une entreprise d'exportation de bois. Femme aux multiples talents, elle jouait de la harpe, peignait et écrivit 3 romans. De retour à Paris, elle mena une vie excentrique. Elle vivait entourée de singes et de perroquets, fumait la pipe à la fenêtre et emmenait son chien à la messe. Elle vécut jusqu'à l'âge de 91 ans, mourant le 18 mars 1869. Avant sa mort, Pauline prit une décision symbolique. Elle brûla toutes les lettres que Napoléon lui avait envoyées depuis l'Égypte. Ainsi, en effaçant une partie de son passé, Pauline laissa derrière elle une histoire pleine de mystères, un récit qui semble encore résonner, comme s'il attendait de se prolonger ailleurs. Numéro 9. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot est née le 28 septembre 1934 à Paris, sous le nom de Brigitte Anne-Marie Bardot. Elle grandit dans une famille bourgeoise et conservatrice, où la discipline et les traditions occupaient une place importante.
Très jeune, elle se passionne pour le ballet, ce qui contribue à façonner son allure élégante et sa présence naturelle. Pourtant, son destin allait rapidement s'éloigner du chemin attendu par son entourage. À 18 ans, en 1952, elle épouse le réalisateur Roger Vadim, qui joue un rôle déterminant dans sa carrière. C'est lui qui la dirige dans le film « Et Dieu créa la femme », sorti en 1956. Ce film marque un tournant majeur, propulsant Bardot au rang de star internationale. Son image libre, sensuelle et spontanée bouleverse les normes de l'époque et fait d'elle une symbole de la révolution sexuelle des années 1950 et 1960. Pendant le tournage de ce même film, Bardot entame une relation avec Jean-Louis Trintignant. Leur relation naît de façon soudaine et intense. Tous deux sont alors mariés, ce qui rend la situation particulièrement délicate. Trintignant est marié à l'actrice Stéphane Audran et cette relation contribue à la rupture de leurs unions respectives. Bardot divorce de Vadim en 1957, tandis que Trintignant met également fin à son mariage pour vivre cette passion. Leur relation dure jusqu'en 1958, marquée par une forte intensité et une grande exposition médiatique. Le choix de Bardot de vivre cette relation ne repose pas sur un calcul social, elle agit avant tout selon ses émotions. Connue pour suivre ses impulsions, elle refuse de se plier aux conventions. Pour elle, l'amour ne doit pas être contrôlé. Cette manière de vivre ses sentiments incarne une forme de liberté féminine encore rare à l'époque, ce qui renforce son image de femme indépendante et audacieuse. Au fil des années, Bardot entretient d'autres relations avec des hommes déjà engagés. Elle a une liaison avec le chanteur Gilbert Bécaud alors qu'elle est encore avec Trintignant. Plus tard, elle vit une relation marquante avec Serge Gainsbourg entre 1967 et 1968 alors qu'elle est mariée à Gunther Sachs. Gainsbourg écrit pour elle plusieurs chansons devenues célèbres comme Harley Davidson, Bonnie and Clyde et la première version de Je t'aime moi non plus. À l'époque, cette dernière est interdite de diffusion par Sachs, ce qui renforce encore plus l'aura du couple. Un autre épisode concerne l'acteur américain Glenn Ford au début des années 1960, alors que Bardot est marié à Jacques Charrier. Ces différentes relations contribuent à construire sa réputation de femme libre, refusant les limites imposées par la société. Bardot s'exprime ouvertement sur sa vision de l'amour. Elle affirme ne pas pouvoir feindre ses sentiments et agir toujours en accord avec ce qu'elle ressent. Pour elle, ces relations sont une forme d'expression personnelle et non une transgression morale. Fait révélateur, Vadim déclare même qu'il préfère une épouse infidèle à une femme qui aimerait sans passion, soulignant ainsi l'intensité du caractère de Bardot. Au cours de sa vie, Bardot se marie 4 fois, tout en restant fidèle à sa nature indépendante. En 1973, elle décide de mettre fin à sa carrière artistique au sommet de sa gloire pour se consacrer à la défense des animaux, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de son existence. Même après son retrait de la scène publique, son image reste profondément ancrée dans les esprits. Et tandis que les années passent, son histoire continue de résonner, comme si chaque choix laissait une trace durable, annonçant encore d'autres pages à écrire. Et ainsi nous arrivons à la fin de cette liste qui, à coup sûr, t'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Certaines de ces histoires ont fait le tour du monde, d'autres sont restées plus discrètes, mais toutes montrent que la célébrité ne protège personne des complications de l'amour. Maintenant, je veux connaître ton avis. As-tu été surpris par un nom de cette liste? Quel est le cas qui t'a le plus impressionné? Écris-le dans les commentaires, j'adore lire ce que vous pensez. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, cela aide beaucoup la chaîne à grandir. Partage-la avec quelqu'un qui voudra aussi voir ça. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour être toujours le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo sort. À la prochaine!